À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Ce qu'il s'est passé à Marseille hier a visiblement secoué vos journaux. Ça fait la une du Figaro ou encore de Libération qui titre « Marseille entre Valls et Kalachnikov ». L'Opinion choisit de revenir sur les blocages organisés par les auto-écoles. Et pour le quotidien libéral, pas de doute, c'est le signal d'une France bloquée. Une fois encore, le dessin de CAC en une vaut tous les éditoriaux. On y voit Emmanuel Macron qui se tient debout au milieu d'un rond-point. C'est le carrefour des réformes. Seul petit problème, toutes les sorties de ce carrefour sont en sens interdit. Et le ministre de soupirer, ça doit être ce qu'on appelle un rond-point à la française. Le Monde, en marge de ses révélations sur le Gotha des évadés fiscaux français, nous propose un portrait d'Hervé Falciani. C'est le lanceur d'alerte à l'origine du dossier, décrit comme un opportuniste. Il a été successivement informaticien, détrousseur de données sensibles, chevalier blanc, mythomane, manipulateur, puis victime du système. Allez vous y retrouver, écrivent Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Aujourd'hui en France, a décroché quelques mots de Falciano. Il affirme qu'il y a bien plus de 106 000 clients concernés par les comptes secrets et que les banques françaises sont elles aussi concernées. Et pendant ce temps, d'un univers à l'autre, le contraste est saisissant. Direct Matin fait sa une sur le chômage de longue durée et le plan de bataille pour l'emploi annoncé par le gouvernement. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin ? L'arrestation d'un suspect 4 ans après le meurtre de Patricia Bouchon, un homme de 34 ans dont la Dépêche du Midi tente de brosser le portrait, décrivant un enfant du village de Bouloc, un enfant du village donc de la victime, mais aussi un homme psychotique. Nombre de vos journaux régionaux reviennent aussi sur la mobilisation des auto-écoles hier. La loi Macron au feu rouge à Clermont, titre ainsi La Montagne. Et si le Télégramme évoque en première page la chute des adoptions à l'étranger, Centre Presse, le quotidien de la Vienne, met à la une ce lycée de Poitiers qui va ouvrir 2 chambres d'hôtellerie de luxe à la rentrée. Dans le lycée ? Dans le lycée. Alors, la réservation sera ouverte seulement si les élèves sont prêts à assurer le service. Ce sera quand même 3 et 4 étoiles. Va falloir atteindre un certain niveau. C'est un lycée professionnel, on est d'accord. Un lycée professionnel, exactement. L'histoire la plus étonnante du jour nous emmène à Brulon. Brulon, c'est dans la Sarthe, avec des salariés qui se mobilisent, alors là, pour une cause qui est vraiment assez peu commune. Oui, parce qu'ils se battent pour leur patron. Rendez-nous notre président. C'était le mot d'ordre hier des salariés à Brulon, dans la Sarthe. 500 personnes réunies pour défendre les valeurs du groupe FPEE, spécialisé, nous dit le Maine Libre, dans la menuiserie industrielle sur mesure. Car si le fondateur et la PDG ont été évincés par les 3 fonds d'investissement entrés au capital dans les années 2000, c'est qu'ils ont refusé de valider une opération massive d'entêtement destinée non pas à investir, mais à rémunérer les actionnaires. Et ça, les patrons ont donc dit non, avec le soutien des salariés hier, mais aussi avec le soutien des clients. Il y a Florian notamment qui est venu des Pyrénées. Il est parti à minuit dimanche soir pour pouvoir soutenir les salariés. Et certains préviennent, on va suspendre les commandes tant que les patrons ne sont pas réintégrés. Alors c'est donc à lire ce matin dans le Maine Libre, la presse internationale. Jean-Philippe Ballas, on oublie peut-être un peu trop vite Ebola. Ouais. Et ce matin, vous nous proposez un témoignage fort, celui d'une infirmière qui a combattu le virus. Oui, c'est l'histoire d'une femme qui se sent un peu perdue aujourd'hui. Elle s'appelle Karine Oster, de retour dans sa ville de Seattle aux États-Unis, après une mission de 6 semaines en Sierra Leone. J'aurais dû être folle de joie à l'idée de rentrer à la maison, dit-elle. Mais à la place, je me suis senti coupable d'avoir abandonné mes patients et mes collègues. Ce témoignage, c'est la radio américaine NPR qui l'a recueilli. Il raconte la douleur vraiment de cette infirmière mise en quarantaine pendant 21 jours à son retour, mesure de précaution, une période qu'elle a très mal vécue. Passer brusquement d'un quotidien d'action en Afrique à une période d'introspection, solitaire, difficile. Je n'arrivais pas à échapper à Ebola, dit-elle, même dans mes rêves. Pas des cauchemars effrayants, non, mais plutôt des cauchemars épuisants. Je repensais à tout ce que nous aurions pu faire de mieux, comment calmer la douleur et comment soigner tous ces malades. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression que c'est de ces syndromes-là qu'ont les militaires quand ils de post-traumatiques, quand ils reviennent de guerre, mission. Ouais. Voilà. Exactement. Alors justement, Karine Oster en parle dans cette interview. Il y a quelques temps, on s'en souvient, on en avait parlé ici, le magazine Time avait désigné personnalité de l'année celles et ceux qu'on avait appelés des combattants d'Ebola.
Mais nous, ce qu'elle dit aujourd'hui, nous, on ne se sent pas comme des héros qui rentrent de la guerre, on ne nous doit rien. La seule chose que nous demandons, c'est un peu de soutien. On ne veut pas être vu comme une menace qu'on met en quarantaine, qu'on nous prenne dans les bras. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est ce que dit donc cette infirmière. Un témoignage très fort de retour de Sierra Leone. Qu'on nous prenne dans les bras, c'est tout ce dont nous avons besoin. Voilà. Ça marche avec tous les sujets, ça en fait. Exactement. Axel de Tarlet, lui, quand il a besoin d'un peu d'affection, il va chez McDo, il s'envoie quelques Big Mac. McDo qui réinvente ses recettes pour résister à la concurrence. C'est un papier dans le Figaro ce matin. Exactement, parce que vous savez que McDo, alors pas spécialement en France, mais McDo a des problèmes en ce moment. Les gens vont moins au McDonald's, les ventes baissent aux États-Unis. Et alors la réponse facile, c'est de dire c'est à cause de l'obésité, mais c'est pas vrai parce que tout le monde en ce moment, c'est le hamburger est très à la mode. Dans tous les restaurants, il y a des hamburgers. Le problème de McDonald's, c'est que si vous allez il y en a des bons et il y en a des pas bons. C'est ça le problème de McDo. C'est que vous avez une image du hamburger pas bon, vous avez une image du hamburger standard, du hamburger préparé à l'avance, etc. Et donc McDo, flétri, pas complètement chaud. Ils arrêtent tout ça maintenant. Ils vont faire des hamburgers. D'abord, ils vont tester un hamburger complètement de luxe à 10 €. Ils vont voir si ça marche. Et puis deuxième chose, ils vont vous faire un hamburger tout frais qui vous sera préparé une fois que vous l'avez commandé. Mais... Parce que aujourd'hui, votre hamburger est préparé à l'avance, ce qui d'ailleurs procure du gaspillage, parce qu'au bout de 10 minutes, s'il n'est pas vendu, il est jeté à la poubelle et c'est 7 minutes pour les frites. Mais du coup, si on fait tout de suite, au moment de la commande, ça risque de prendre plus de temps. C'est de la restauration rapide. Non, c'est la restauration sur commande, comme dans les vrais restaurants. Voilà. Et donc, le risque, c'est qu'effectivement, il y a encore plus de files d'attente. Et ça fait pas très haut de gamme, parce que vous comprenez bien que l'image de McDo, c'est on va se prendre un vrai hamburger, et ça va être du haut de gamme, sortir de cette malbouffe. Si on fait la file, on fait la queue comme à la sécu. Voilà. Alors du coup, ils vont Pardon pour la sécurité sociale. Donc du coup, il a raison. Pour supprimer les queues, que vont-ils faire ? Eh bien, ils vont généraliser les bornes pour commander, qui vont très vite, et ils vont vous servir à table. Vous n'allez plus aller au comptoir récupérer votre hamburger de luxe. C'est vraiment du resto. Et ben voilà, on réinvente le restaurant. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils sont en train. On prépare, on fait sa commande. Ensuite, on vient vous servir à table. Mais c'est l'air du temps. On ne veut plus de produits standards. On veut du sur-mesure, car nous sommes uniques au 21e siècle. Ronald, si tu pouvais changer un peu dans l'huile de ces frites, elles auraient un goût un peu moins bizarre. Voilà, c'est donc à lire dans le Figaro ce matin. Axel de Tarlet, souffre-douleur, il se manifeste. Voilà un documentaire passionnant que nous propose France 2 ce soir à 22h25. Et Baroque est sous le charme. Oui, je suis sous le charme, et parce que c'est un vrai uppercut que vous allez prendre, 1h30, qui est quand même face à une réalité qu'on nie totalement, celle du harcèlement scolaire. En fait, on estime à 1 200 000 enfants qui sont victimes. Vous savez, ces gestes qui peuvent paraître anodins, c'est des insultes, c'est des coups, c'est des brimades, sauf qu'elles sont quotidiennes, incessantes, alors parce qu'un tel est gros, parce que l'autre il est roux, parce qu'il est bègue. Un phénomène qui est évidemment amplifié par les réseaux sociaux, et des ados qui craquent, qui n'ont qu'une envie, celle de disparaître, comme le raconte Charlène. Elle a 23 ans aujourd'hui, c'est une jolie rousse qui a été harcelée pendant ses 4 années passées au collège, parce que c'est souvent là que ça se passe, parce qu'elle était boulotte et fan de la chanteuse Laurie. On essaye en fait de devenir transparent, on essaye de passer le plus possible inaperçu. On n'a pas de vie, quoi. C'est pas une vie en tout cas à 12 ans, c'est pas pour ça qu'on va au collège. Et voilà, et Charlène, elle fait partie des 6 jeunes qui ont accepté de raconter leurs histoires. Alors 6 petites voix parmi tant d'autres, pour que cesse le silence, comme on dit. Alors à commencer par celui du personnel administratif, et Charlène, elle sait de quoi elle parle. Elle a été victime d'agressions physiques dans les couloirs de son établissement, devant le principal. Le principal, il l'a vu, il a tout vu, mais il n'a rien dit. C'est l'autorité d'un collège qui vous abandonne. Les adultes vous abandonnent. Ils valident le fait que vous êtes rien. Ils valident le harcèlement. Donc à ce moment-là, vous perdez votre humanité. Alors vous avez bien compris, c'est des témoignages qui sont bruts, qui nous bousculent, puis qui nous renvoient aussi quand même à nos souvenirs de cours de récré, parce qu'on est tous concernés, comme le dit avec émotion Nora Fraisse, que vous avez peut-être vu dans les médias récemment. Elle vient de sortir un livre, elle a perdu sa fille Marion à l'âge de 13 ans. Elle a été vérité il y a quelques mois sur Europe 1. À partir de demain, on se dit les uns et les autres, on peut combattre le harcèlement. C'est tellement con le harcèlement. Ouais, c'est très très con le harcèlement. Alors depuis la semaine dernière, et à l'initiative de ce film d'Andrea Rawlings-Gaston, il y a un manifeste contre le harcèlement scolaire qui a été mis en ligne et qui a déjà été signé par 1500 personnes. Et je vous encourage à aller sur le site de France 2 pour d'autres témoignages et pour ce manifeste en question. Voilà, souffre-douleur, il se manifeste. C'est sur France 2 à 22h25 dans le cadre de l'émission Infrarouge. Je crois qu'il y a un débat qui sera ensuite animé Exactement, par et toute la journée sur l'antenne de France 2, ils en parleront également. C'est un sujet important, parlons-en. Rideau sur le kiosque.